La tempête hurlait comme une bête enragée dans les montagnes des Alpes françaises. Ce soir de décembre, la nature déchaînait toute sa fureur sur le petit village de Saint-Véran, perché à plus de 2 000 mètres d'altitude. Les flocons de neige, transformés en projectiles glacés par le vent violent, fouettaient sans pitié tout ce qui osait se dresser sur leur passage. Les sapins centenaires ployaient sous la force du blizzard, leurs branches craquant sinistrement dans l'obscurité. La route départementale des Cinq habituellement paisible n'était plus qu'un ruban blanc fantomatique, à peine visible sous l'épais manteau neigeux qui s'accumulait minute après minute. Les rares lampadaires encore debout projetaient des halos tremblants, créant des ombres dansantes, qui donnaient à ce paysage hivernal des allures d'apocalypse. La température avait chuté brutalement à -20 degrés. C'était le genre de nuit où même les animaux sauvages les plus endurcis cherchaient désespérément un abri. Les habitants du village s'étaient barricadés chez eux depuis des heures, laissant la tempête régner en maître absolu sur ces terres hostiles. Mais quelque part dans cette tourmente glaciale, au bord d'un fossé dissimulé par la neige, une forme sombre luttait contre la mort. Une silhouette qui refusait d'abandonner malgré le froid mordant qui tentait de paralyser chaque muscle, chaque souffle de vie. Car parfois, l'amour maternel est plus fort que toutes les tempêtes du monde. La recroquevillée dans une cavité naturelle formée par des rochers couverts de glace. Stella, une majestueuse femelle berger allemand, formait un rempart vivant autour de ses 4 chiots nouveau-nés. Son pelage autrefois lustré et soyeux était maintenant alourdi par la neige et la glace. Des cristaux de givre s'accrochaient à ses cils, mais ses yeux ambrés brillaient d'une détermination farouche. Chaque respiration était une bataille. Sa cage thoracique se soulevait péniblement, révélant les côtes saillantes sous la fourrure emmêlée. Stella n'avait pas mangé depuis 3 jours, donnant la priorité absolue à l'allaitement de ses petits. Son corps tremblait violemment non seulement à cause du froid, mais aussi de l'épuisement qui menaçait de l'emporter. Les chiots âgés d'à peine une semaine étaient blottis contre son ventre chaud. Leur petit corps fragile, encore aveugle et sourd au monde extérieur, dépendait entièrement de la chaleur maternelle pour survivre. Stella les avait disposés, stratégiquement les plus faibles, aux centres les plus vigoureux sur les côtés, créant ainsi une bulle de vie au cœur de l'enfer glacé. De temps en temps, un gémissement plaintif s'échappait de sa gueule. Ce n'était pas une plainte pour elle-même, mais un appel désespéré à l'aide. Une prière silencieuse lancée dans la nuit impitoyable. Ses pattes arrière étaient étrangement positionnées, trahissant une blessure grave qu'elle s'efforçait de dissimuler. Du sang séché maculait de la neige autour d'elle, témoignage muet d'un combat récent contre un prédateur ou peut-être d'un accident sur la route verglacée. Mais malgré la douleur lancinante et le froid qui engourdissait ses membres, Stella maintenait sa position protectrice. Chaque fois qu'un chiot couinait, elle baissait la tête pour le lécher doucement, insufflant courage et réconfort par ce simple geste. Dans ses yeux fatigués brillait une promesse. « Je ne vous abandonnerai jamais. » À quelques kilomètres de là, dans sa clinique vétérinaire de Saint-Véran, le docteur Clara Belmont finissait de suturer la patte d'un chat blessé. À 32 ans, Clara incarnait la passion et le dévouement. Ses mains expertes travaillaient avec une précision chirurgicale, tandis que ses yeux verts, hérités de sa grand-mère bretonne, reflétaient une compassion infinie pour chaque créature qui franchissait sa porte. Clara n'était pas une vétérinaire ordinaire. Orpheline de père depuis l'âge de 15 ans, elle avait grandi avec le souvenir d'un homme qui lui avait transmis l'amour inconditionnel des animaux. James Belmont, ancien vétérinaire militaire, lui avait enseigné que sauver une vie aussi petite soit-elle était le plus noble des combats. Ce soir-là, malgré la tempête qui faisait rage, Clara avait choisi de rester à la clinique. Son petit appartement au-dessus du cabinet était confortable, mais elle préférait veiller sur ses patients hospitalisés. Un vieux labrador convalescent, 2 chatons abandonnés et un perroquet blessé constituaient sa famille de fortune pour la nuit. Vêtue de sa blouse blanche tachée par une longue journée de travail, ses cheveux châtains attachés en queue de cheval pratique, Clara incarnait la détermination tranquille. Les habitants du village la connaissaient pour sa disponibilité légendaire. Elle n'hésitait jamais à sortir en pleine nuit pour une urgence, bravant les intempéries les plus hostiles. Mais ce soir, Clara ignorait encore que le destin s'apprêtait à croiser sa route avec celle de Stella. Une rencontre qui allait non seulement changer leur vie, mais aussi révéler des secrets enfouis depuis des années. Le téléphone de la clinique sonna soudainement, brisant le silence feutré. C'était Madame Fournier, une fermière des environs, sa voix tremblante d'inquiétude. « Docteur Belmont, mon mari vient d'apercevoir quelque chose près du vieux pont. On dirait un animal blessé, mais avec cette tempête, on n'ose pas s'approcher. »
Sans hésiter une seconde, Clara enfila sa parka doublée et ses bottes fourrées. Elle chargea sa trousse d'urgence dans son 4x4, vérifiant 2 fois le contenu couverture chauffante, sérum physiologique, kit de premiers soins. Le moteur protesta dans le froid glacial avant de démarrer dans un rugissement. La route était un cauchemar blanc. Les essuie-glaces luttaient vainement contre l'assaut incessant de la neige. Clara conduisait lentement, les mains crispées sur le volant, scrutant désespérément la route à travers le pare-brise embué. Soudain, ses phares illuminèrent une forme sombre sur le bas-côté. Son cœur manqua un battement. Elle freina doucement pour éviter de déraper et arrêta le véhicule. Le vent glacial la gifla dès qu'elle ouvrit la portière, mais Clara n'hésita pas. S'approchant prudemment, elle découvrit Stella, et ce qu'elle vit lui arracha un cri étouffé. La chienne la regardait avec des yeux qui semblaient contenir toute la détresse du monde. Un regard qui disait « Aidez-nous, je vous en supplie ». Clara comprit instantanément l'urgence de la situation. Cette mère courageuse était au bout de ses forces, mais elle continuait de protéger ses petits avec la dernière once d'énergie qui lui restait. « Tiens bon, ma belle », murmura Clara en s'agenouillant dans la neige. « Je suis là maintenant. Tu n'es plus seule ?» Clara évalua rapidement la situation. Transporter une chienne blessée avec 4 chiots nouveau-nés par ce temps glacial nécessitait une stratégie minutieuse. Elle courut vers son 4x4 et en sortit la caisse de transport capitonnée qu'elle gardait toujours pour les urgences. Ses mains expertes disposèrent les couvertures chauffantes au fond, créant un nid de douillet. « Ma belle, je sais que tu as mal, mais il faut que tu me fasses confiance, » murmura-t-elle en s'approchant doucement de Stella. La chienne émit un grognement faible plus par instinct protecteur que par agressivité. Clara reconnut immédiatement ce comportement. Une mère prête à tout pour défendre ses petits. Avec une patience infinie, Clara tendit d'abord sa main pour que Stella puisse sentir son odeur. La truffe froide et humide effleura ses doigts et dans ce simple contact, un lien de confiance s'établit. Stella sembla comprendre que cette humaine était là pour les aider. Un par un, Clara transféra délicatement les chiots dans la caisse. Chaque petit corps pesait à peine plus qu'une pomme, leur pelage doux, encore humide du lait maternel. 3 mâles et une femelle, constata-t-elle avec son œil professionnel. La petite femelle, plus frêle que ses frères, inquiéta particulièrement Clara. Sa respiration était laborieuse, signe d'hypothermie avancée. Quand vint le moment de déplacer Stella, Clara découvrit l'ampleur des blessures. La patte arrière gauche formait un angle anormal, fracture certain. Des entailles profondes zébrées, ses flancs, et une plaie béante au niveau de l'épaule sointaient encore. Mais le plus alarmant était la raideur de sa colonne vertébrale, suggérant un traumatisme sévère. « Bon sang, qu'est-ce qui t'est arrivé, ma pauvre ?» souffla Clara en glissant précautionneusement une planche sous le corps de Stella pour la transporter sans aggraver ses blessures. Le trajet jusqu'à la clinique fut un combat contre la montre. Clara conduisait aussi vite que la prudence le permettait, jetant régulièrement des coups de ses deuils dans le rétroviseur où Stella, malgré sa douleur évidente, gardait les yeux fixés sur la caisse contenant ses chiottes. Cette vigilance maternelle inébranlable touchait Clara au plus profond de son âme. Une fois à la clinique, Clara transforma la salle d'examen en unité de soins intensifs improvisée. La température fut montée au maximum, des lampes chauffantes installées et une perfusion préparée. Elle plaça les chiots dans un incubateur provisoire à portée de vue de leur mère pour la rassurer. « Allez, ma belle, on va te soigner », promit Clara en préparant ses instruments. « Tes bébés sont en sécurité. Maintenant, c'est à ton tour de te battre. » L'examen révéla l'étendue dramatique des blessures de Stella. Sous la lumière crue de la lampe chirurgicale, Clara découvrit un tableau clinique qui lui serra le cœur. La fracture de la patte était complexe, nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Mais c'était la blessure à la colonne vertébrale qui préoccupait le plus la vétérinaire. Les radiographies confirmèrent ses craintes, plusieurs vertèbres étaient endommagées, probablement suite à un impact violent. Un accident de voiture. Une chute. Les hypothèses se bousculaient dans l'esprit de Clara tandis qu'elle administrait les antalgiques. Stella restait étonnamment calme durant l'examen, ses yeux ambrés, suivant chaque mouvement de Clara. De temps en temps, un gémissement plaintif s'échappait quand la douleur devenait trop intense, mais elle ne montrait aucune agressivité. Cette confiance absolue bouleversait Clara. « Tu es une battante, n'est-ce pas ?» murmura Clara en nettoyant méticuleusement les plaies. « Ces blessures datent d'au moins 3 jours. Comment as-tu survécu si longtemps dans cet état? » Les entailles sur les flancs racontaient une histoire de lutte acharnée. Les marques de griffures suggéraient une attaque de prédateurs, peut-être un lynx descendu des montagnes affamé par l'hiver rigoureux. Stella avait dû se battre férocement pour protéger ses chiots nouveau-nés.
Mais quelque chose clochait dans ce tableau. Ces blessures étaient trop méthodiques et trop précises pour être l'œuvre d'un animal sauvage. Clara fronça les sourcils en examinant de plus près. Certaines coupures semblaient avoir été infligées par un objet tranchant presque chirurgical. Pendant que Clara suturait les plaies les plus profondes, Stella tourna soudain la tête vers l'incubateur où reposaient ses chiots. Un des petits mâles couinait faiblement. Sans hésiter, Clara interrompit son travail pour vérifier l'état du chiot. Sa température corporelle était dangereusement basse. « Ne t'inquiète pas, maman, » rassura Clara en installant le chiot sous une lampe chauffante supplémentaire. « Je prends soin d'eux comme s'ils étaient les miens. » La confiance dans le regard de Stella était absolue. Malgré la douleur qui devait être atroce, elle semblait comprendre que ses bébés étaient entre de bonnes mains. Cette communication silencieuse entre l'humain et l'animal Clara l'avait rarement ressentie avec une telle intensité. Alors qu'elle reprenait les soins, Clara remarqua quelque chose d'étrange. Sous le pelage emmêlé du cou de Stella, une petite cicatrice parfaitement droite était visible, trop nette pour être accidentelle. Intriguée, elle palpa délicatement la zone et sentit quelque chose de dur sous la peau. « Qu'est-ce que c'est que ça? » murmura Clara, ses doigts explorant la masse sous-cutanée. Ce n'était pas une tumeur. Trop régulier, trop métallique. Avec des gestes précis, elle rasa la zone et prépara une petite incision exploratoire. Ce qu'elle découvrit la laissa bouche bée. Enchâssé dans les tissus un dispositif électronique sophistiqué bien plus complexe qu'une simple puce d'identification. Clara extirpa délicatement l'objet. Il s'agissait d'un cylindre métallique de 3 cm gravé de code alphanumérique Sentinel Guard K9 2019 SB7. Des circuits miniaturisés étaient visibles à travers une fenêtre en polymère transparent. Ce n'était définitivement pas du matériel civil. Son père lui avait parlé de ce genre de technologie. James Belmont avait servi comme vétérinaire dans les forces spéciales avant de s'installer à Saint-Véran. Il mentionnait parfois des programmes de recherche militaire impliquant des chiens aux capacités extraordinaires. Clara connecta le dispositif à son lecteur de puces universel, mais l'écran afficha « Access refusé, autorisation niveau 5 requise ». Un frisson parcourut son échine. Qu'est-ce qu'un chien militaire de haute sécurité faisait errant dans les Alpes avec une portée de chiot? Elle examina plus attentivement Stella. Maintenant qu'elle y regardait de plus près, la musculature de la chienne était exceptionnelle, même amaigrie. Sa morphologie dépassait. Les standards de Star de la race, plus grande, plus puissante, avec une cage thoracique développée suggérant une capacité pulmonaire supérieure. « Qui es-tu vraiment? » chuchota Clara en caressant doucement la tête de Stella. La chienne la fixa intensément et Clara aurait juré voir une lueur d'intelligence inhabituelle dans ses yeux ambrés. Pas seulement l'intelligence canine normale, mais quelque chose de plus profond, comme si Stella comprenait bien plus que ce qu'un chien ordinaire devrait comprendre. Clara prit des photos du dispositif sous tous les angles. Elle avait un ami Éric Moreau, ancien maître chien dans l'armée, qui pourrait peut-être l'éclairer. Mais il était tard et Stella avait besoin de repos. Soudain, un détail attira son attention. Sur le collier usé de Stella presque invisible sous la saleté et le sang séché, pendait un petit médaillon. Clara le nettoya délicatement et découvrit qu'il s'ouvrait. À l'intérieur, protégé par un film plastique, se trouvait une photographie miniature. Le cœur de Clara s'arrêta. Sur la photo jaurie, par le temps, elle reconnut immédiatement le sourire chaleureux et les yeux bleus perçants de son père. James Belmont, en uniforme militaire, posait aux côtés d'un magnifique berger allemand qui ressemblait étrangement à Stella. En arrière-plan, on distinguait des bâtiments militaires et ce qui semblait être un centre d'entraînement. Les mains tremblantes, Clara retourna la photo. Une inscription à l'encre délavée était encore lisible « Projet Sentinelle, J. B. N. Kaiser, 2018 ». Kaiser, ce devait être le père de Stella. La ressemblance était frappante. Des larmes brûlantes montèrent aux yeux de Clara. 7 ans. 7 ans que son père était mort dans cet accident de voiture sur la route de Gap. L'enquête avait conclu à une sortie de route du Haut-Verglas, mais certains détails n'avaient jamais collé. James était un conducteur expérimenté prudent, qui connaissait ses routes comme sa poche. « Papa » murmura Clara, la voix brisée par l'émotion. « Qu'est-ce que tu faisais dans ce projet? » Stella émit un gémissement doux, comme si elle percevait la détresse de Clara. La vétérinaire posa sa main sur la tête de la chienne, trouvant du réconfort dans ce contact. Il y avait un lien entre cette chienne et son père, elle en était certaine maintenant. Clara se souvenait vaguement de conversations téléphoniques tendues dans les mois précédant la mort de son père.
Il semblait préoccupé, parlait de lignes rouges franchies et de conscience professionnelle. Sa mère, décédée d'un cancer 3 ans plus tôt, n'était plus là pour l'éclairer. Elle contempla à nouveau la photo. Son père avait l'air heureux sur ce cliché fier, même posant avec Kaiser. Que s'était-il passé pour que tout bascule? Et comment Stella, probablement la descendante de Kaiser, s'était-elle retrouvée errante et blessée dans les montagnes? Un couinement plaintif la ramena au présent. Les chiots réclamaient leur mère. Clara installa délicatement Stella dans un grand box aménagé où elle pourrait allaiter ses petits tout en restant sous perfusion. La scène était touchante. Malgré ses blessures graves, Stella accueillit ses bébés, avec des léchouilles tendres les comptant un par un, comme pour s'assurer qu'ils étaient tous là. La porte de la clinique s'ouvrit soudainement, laissant entrer un tourbillon de neige. Éric Moreau, trempé et essoufflé, se tenait dans l'entrée. « Clara, j'ai reçu ton message », haleta-t-il en secouant la neige de son manteau. « Désolé de débarquer si tard, mais quand tu as mentionné le code Sentinelle… » Éric était un homme de 40 ans aux épaules larges et au regard perçant. Ami d'enfance du père de Clara, il avait servi dans la même unité cynophile. Depuis sa retraite anticipée de l'armée, il vivait reclus dans un chalet en montagne, élevant des chiens de sauvetage. Il s'approcha du box où reposait Stella et se figea. « Mon Dieu, c'est impossible. »« Tu la reconnais ?» demanda Clara. Le cœur battant, Éric s'agenouilla lentement devant le box, ses yeux ne quittant pas Stella. Pas elle spécifiquement, mais cette morphologie, ses marqueurs génétiques distinctifs. C'est une sentinelle Clara. Un chien du programme que ton père dirigeait. Il se tourna vers Clara, le visage grave. Si elle est ici blessée et en fuite, c'est que quelque chose de terrible s'est produit, et ceux qui la cherchent ne vont pas tarder à la retrouver. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, laissant Saint-Véran sous un épais manteau blanc. Clara n'avait pas dormi veillant sur Stella et ses chiots. La chienne montrait des signes d'amélioration, sa fièvre avait baissé et elle allaitait régulièrement ses petits. C'est alors qu'une Mercedes noire, aux vitres teintées, se gara devant la clinique. 3 hommes en costume sombre en descendirent de leur allure militaire, à peine dissimulée sous le vernis civil. À leur tête, Marcus Blake, un homme. À la cinquantaine élégante mais glaciale, aux cheveux gris acier et aux yeux d'un bleu polaire dénué de toute chaleur. Blake poussa la porte de la clinique sans frapper. Son regard balaya méthodiquement les lieux avant de se poser sur Clara. Un sourire sans joie étira ses lèvres minces. « Dr. Belmont, je présume. » Sa voix était polie mais chargée d'une menace sous-jacente. Marcus Blake, directeur de la sécurité, chez Veritas Defense Systems. « Je crois que vous avez récupéré une propriété qui nous appartient. » Clara sentit son sang se glacer, mais garda une expression neutre. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Cette clinique soigne des animaux, pas des propriétés. » Blake sortit une tablette de sa mallette et montra une photo de Stella. Sujet K947. Nom de code Stella. Disparu il y a 5 jours de notre centre de recherche. Valeur estimée 2 millions d'euros. Sans compter les données sensibles qu'elle transporte. C'est une chienne blessée avec des chiots de nouveau-nés, répliqua Clara fermement. Pas un objet. Le sourire de Blake se fit plus froid. Docteur, vous ne comprenez pas. Cette chienne, comme vous dites, est le fruit de 10 ans de recherche en amélioration génétique. Son intelligence, ses capacités physiques, son ADN même appartiennent à Veritas. Les chiots qu'elle porte sont encore plus précieux. Une nouvelle génération non autorisée. Éric, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'avança. Le programme Sentinelle a été officiellement abandonné après la mort de James Belmont. Vous n'avez aucun droit légal sur ces animaux. Blake tourna son regard glacial vers Éric. « Ah, Sergeant Moreau, je me demandais quand vous sortiriez de votre tanière. Toujours à jouer les chevaliers blancs. Regardez où cela a mené votre ami James. » La température dans la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Clara serra les poings de la mention de son père, attisant une colère sourde. « Sortez de ma clinique », ordonna-t-elle d'une voix tremblante de rage contenue. Blake range common sa tablette. « Vous avez 24 heures pour nous rendre les sujets. Après quoi, nous devrons employer des méthodes plus persuasives. Réfléchissez bien, docteur. Votre père a fait l'erreur de nous défier. N'imitez pas son exemple. » Après le départ de Blake, Clara s'effondra sur une chaise tremblante. Éric posa une main réconfortante sur son épaule. « Clara, il faut qu'on parle, » dit-il gravement. « Il y a des choses sur ton père et le projet Sentinelle que tu dois savoir. » Ils s'installèrent dans le bureau, une tasse de café fumant entre les mains. Éric prit une profonde inspiration avant de commencer. Le projet Sentinelle n'était pas qu'un simple programme d'entraînement militaire. C'était de l'eugénisme canin poussé à l'extrême. Manipulation génétique,
Implant Neuronal Cocktails Chimix, il voulait créer le chien de guerre parfait. Clara écoutait horrifiée. Et mon père participait à ça. Au début, oui. James croyait sincèrement qu'on améliorait la vie des chiens, qu'on les rendait plus résistants, plus intelligents. Mais quand il a découvert les effets secondaires, douleurs chroniques, espérance de vie réduite, troubles comportementaux, il a voulu tout arrêter. Eric sortit un dossier froissé de sa veste. Ton père m'avait confié ça peu avant sa mort. Des preuves, des maltraitances, des expérimentations illégales. Il comptait tout révéler aux autorités. Clara parcourut les documents les larmes aux yeux. Photos de chiens difformes, rapports d'autopsie, témoignages de souffrance animale. Comment une noble intention avait-elle pu dériver à ce point? Stella est une des rares réussites du programme, continua Eric. Mais même elle souffre. Tu as vu ses radios, les modifications osseuses, les implants. Elle vit avec une douleur constante. Et maintenant, elle a transmis ses améliorations à ses chiots. Un silence lourd s'installa. Clara regardait à travers la vitre du bureau où Stella allaitait paisiblement ses petites. La chienne leva la tête et leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux ambrés, Clara vit non seulement l'intelligence augmentée artificiellement, mais aussi une profonde lassitude, comme si Stella portait le poids du monde sur ses épaules. « Je ne peux pas les laisser reprendre », déclara Clara avec détermination, peu importe les conséquences légales. Eric hocha la tête. « Je m'y attendais. Ton père aurait dit la même chose. » Mais Blake ne plaisantait pas. Veritas a des connexions haut placées des ressources illimitées. Ils reviendront. Alors on se prépare, répondit Clara en se levant. On contacte les associations de protection animale. Les médias ont créé un scandale public s'il le faut. Et on protège Stella et ses chiots, ajouta Eric, quoi qu'il en coûte. Dehors, la Mercedes noire était garée à distance, ses occupants surveillant la clinique. Le compte à rebours avait commencé. Les heures suivantes furent tendues. Clara documenta méticuleusement l'état de Stella, photographiant chaque blessure, chaque cicatrice suspecte. Elle préleva des échantillons de sang et de tissu, les envoyant à un laboratoire indépendant de confiance à Lyon. Pendant ce temps, Eric sécurisait la clinique. Il installa des caméras supplémentaires, renforça les serrures et contacta d'anciens collègues militaires sympathiques à leur cause. Un réseau de protection se mettait discrètement en place. Le soir venu, le téléphone de Clara sonna, numéro masqué. « Dr. Belmont », la voix de Blake était mielleuse. « J'espère que vous avez pris la bonne décision. »« Ma décision est prise », répondit Clara fermement. « Stella reste ici jusqu'à sa guérison complète. Ensuite, nous verrons avec les autorités compétentes. » Un rire froid résonna dans le combiné. « Les autorités. Ma pauvre enfant, vous ne comprenez vraiment pas. Nous sommes les autorités. Veritas travaille directement avec le ministère de la Défense. Votre petite rébellion est vouée à l'échec. » « Nous verrons bien, » rétorqua Clara avant de raccrocher. Mais Blake n'avait pas fini. Durant la nuit, des incidents troublants se multiplièrent. D'abord, une coupure de courant mystérieuse qui plongea la clinique dans le noir pendant 1 heure. Heureusement, le générateur de secours prit le relais, maintenant les équipements vitaux en fonction. Puis, vers 3 heures du matin, l'alarme de la pharmacie voisine se déclencha. Quand la police arriva, ils trouvèrent la porte forcée, mais rien de volé. Un avertissement clair. Au petit matin, Clara découvrit son 4x4 avec les 4 pneus crevés. Sur le pare-brise, un mot de dernière chance. Mais le pire était à venir. Madame Fournier, la fermière qui avait signalé Stella, appela en larmes. Ses chiens de ferme avaient été empoisonnés durant la nuit. Tous survivraient, mais le message était clair. Veritas pouvait frapper n'importe où, n'importe quand. Clara sentait les murs se resserrer autour d'elle. Blake jouait un jeu psychologique augmentant la pression pour la faire craquer. Mais chaque menace ne faisait que renforcer sa détermination. Elle passa la journée au téléphone contactant journalistes et associations. Mais beaucoup se montraient réticents dès qu'elle mentionnait Veritas. La compagnie avait des tentacules partout et peu osaient s'y frotter. C'est alors qu'une lueur d'espoir apparut. Sophie Durand, une journaliste d'investigation réputée pour ses enquêtes sur les scandales militaro-industriels, accepta de la rencontrer. Mais elle insista pour une rencontre discrète loin de la clinique. « Ils nous surveillent », expliqua Clara à Eric. « Si je sors, ils pourraient en profiter pour agir. »« J'ai une idée », répondit Eric avec un sourire rusé. « On va leur offrir une diversion. » Le plan était audacieux. Pendant qu'Eric simulerait un transfert de Stella vers un autre lieu, Clara rencontrerait discrètement la journaliste. Mais ils savaient tous deux que Blake ne tomberait pas facilement dans le piège. La préparation de leur stratégie défensive mobilisa toutes leurs ressources. Eric contacta ses anciens frères d'armes et plusieurs acceptèrent de venir monter la garde discrètement.
Des hommes et femmes qui avaient servi avec James Belmont, qui connaissaient son intégrité et voulaient honorer sa mémoire. Clara transformed the clinic in fortress. Les médicaments sensibles furent déplacés dans un coffre sécurisé. Elle installa Stella et ses chiots dans la salle la plus sécurisée avec plusieurs issues de secours. Chaque détail était pensé pour résister à une intrusion. Sophie Durand arriva au point de rendez-vous un café discret en périphérie de Gap. C'était une femme déterminée, la quarantaine énergique, connue pour ne jamais lâcher une affaire. Docteur Belmont, que vous me racontez est explosif, dit-elle après avoir écouté l'histoire. Mais j'ai besoin de preuves tangibles. Les documents de votre père sont un bon début, mais il me faut plus. Clara lui tendit une clé USB. Voici les analyses de sang de Stella, les radiographies montrant les modifications et les photos du dispositif implanté. J'ai aussi enregistré ma conversation avec Blake. Sophie examina rapidement les fichiers sur son ordinateur portable. Ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu! Les taux d'hormones de croissance, les modifications de l'ADN, c'est du Frankenstein moderne. Il y a pire, ajouta Clara. Les chiots montrent déjà des signes d'anomalies génétiques. 2 d'entre eux ont des malformations cardiaques. Ils auront besoin de soins constants toute leur vie. La journaliste prit des notes frénétiquement. Je peux publier un premier article dès demain. Mais Veritas va répliquer violemment. Êtes-vous prête? Clara pensa à Stella à ses yeux pleins de confiance, à ces chiots innocents condamnés à souffrir pour la cupidité humaine. Je suis prête. De retour à la clinique, elle trouva une scène de tension extrême. 2 fourgonnettes noires étaient garées devant, et Blake discutait âprement avec Eric sur le seuil. « Ah, docteur Belmont, lança Blake en la voyant. Parfait timing. Mes hommes sont venus procéder à la saisie légale de nos sujets. Voici l'ordonnance du tribunal. » Clara examina le document. Il semblait authentique, mais quelque chose clochait. La signature du juge, la date d'émission. Elle photographia discrètement les pages avec son téléphone. « Ce document me semble suspect, » déclara-t-elle. « Mon avocat devra l'examiner avant toute action. » Blake soupira théâtralement. « Toujours à gagner du temps. Très bien, vous avez jusqu'à demain matin. Mais mes hommes restent en surveillance. Ne tentez rien de stupide. » Les fourgonnettes prirent une position autour de la clinique. Le siège avait commencé. La nuit tomba sur Saint-Véran comme un linceul. Dans la clinique, l'atmosphère était électrique. Clara, Eric et 3 anciens militaires venus en renfort se relayaient pour surveiller les abords. Stella, comme si elle sentait le danger, gardait ses chiots serrés contre elle. Vers minuit, le système d'alarme se déclencha. Mais ce n'était pas une intrusion. Quelqu'un avait coupé les lignes électriques principales. La clinique bascula sur le générateur de secours, plongeant certaines zones dans la pénombre. « Ils testent nos défenses », murmura Eric en vérifiant les caméras de sécurité. Plusieurs étaient hors service vandalisés. Soudain, un bruit de verre brisé retentit à l'arrière du bâtiment. Clara se précipita trouvant une fenêtre fracassée et des traces de pas dans la neige. Mais personne en vue. « C'est une diversion », cria un des gardes. « Ils arrivent par devant. » Effectivement, la porte principale venait d'être forcée. 4 hommes en tenue tactique pénétrèrent dans la clinique. Pas des voyous, mais des professionnels entraînés. Eric intercepta le premier, un combat rapide et brutal s'engageant dans le hall. Les années n'avaient pas émoussé ses réflexes militaires. Clara courut vers la salle où se trouvait Stella. Mais un des intrus lui barra la route. « Pas de résistance, docteur. On vient juste récupérer ce qui nous appartient. » « Jamais. » Clara saisit une seringue d'anesthésion et menaça l'homme. « Un pas de plus et je vous endors pour 1 semaine. » L'intrus ricana, mais hésita. Il savait qu'une vétérinaire connaissait les dosages létaux. Cette seconde d'hésitation permit à un des alliés d'Eric de le plaquer au sol. La mêlée devint générale. Les défenseurs de la clinique, bien que moins nombreux, connaissaient les lieux et se battaient pour une cause juste. Les assaillants, malgré leur équipement supérieur, peinaillaient à progresser. C'est alors que Stella fit quelque chose d'extraordinaire. Malgré ses blessures, elle se leva et émit un hurlement puissant, un son qui glaça le sang de tous les présents. Ce n'était pas le cri d'un chien ordinaire, mais quelque chose de primal de modifié. Les vitres tremblèrent et plusieurs assaillants se figèrent désorientés. Blake apparut dans l'encadrement de la porte furieux. Cessez ces enfantillages. Neutralisez le sujet. K947, immédiatement. Mais les sirènes de police retentirent au loin. Sophie Durand avait fait son travail. Son article publié en urgence avait alerté les autorités légitimes. Les hommes de Blake battirent en retraite, laissant leur patron face à Clara. « Ce n'est pas fini », siffla Blake avant de disparaître dans la nuit.
Au lendemain de l'assaut raté, la clinique ressemblait à un champ de bataille. Mais l'article de Sophie Durand avait fait l'effet d'une bombe. Scandale chez Veritas Expérimentation génétique illégale sur des chiens militaires faisait la une de plusieurs journaux nationaux. Blake et ses hommes avaient disparu, probablement pour éviter les questions embarrassantes. La police avait ouvert une enquête et plusieurs inspecteurs étaient venus prendre les dépositions de Clara et Eric. C'est dans ce contexte que Clara reçut un colis anonyme. À l'intérieur, une clé USB et un mot « Votre père méritait la vérité ». Une amie. Les mains tremblantes, Clara inséra la clé dans son ordinateur. Des dizaines de dossiers classifiés apparurent à l'écran. Le projet Sentinel Guardian dans ses moindres détails. « Mon Dieu », souffla Eric en lisant par-dessus son épaule. « C'est bien pire que ce qu'on imaginait. » Les documents révélaient l'ampleur du programme. Depuis 2015, Veritas avait investi plus de 50 millions d'euros dans la création de super chiens militaires. Manipulation génétique via CRISPR. Implants neuronaux pour augmenter les capacités cognitives, injection de nanobots pour accélérer la guérison. Mais le plus choquant était le taux d'échec. Sur 200 chiens soumis aux expérimentations seuls, 12 avaient survécu plus de 2 ans. Les autres étaient morts dans d'atroces souffrances, tumeurs cérébrales, défaillances organiques multiples, crises d'épilepsie fatale. « Regarde ça », pointa Clara, la voix brisée. Un dossier nommé « Sujet K901 Kaiser » contenait des vidéos. Le père de Stella, magnifique berger allemand, subissant test après test. Les premières vidéos le montraient accomplissant des prouesses impossibles pour un chien normal. Résoudre des puzzles complexes, mémoriser des séquences de 50 objets. Communiquer via un système de symboles. Mais les dernières vidéos étaient insoutenables. Kaiser hurlant de douleur, du sang coulant de ses yeux et de ses oreilles, son corps secoué de convulsions. La dernière entrée indiquait « Euthanasie recommandée », cerveau prélevé pour analyse. Clara essuyait à ses larmes. Papa a vu tout ça. Comment a-t-il pu continuer? Elle trouva la réponse dans un dossier personnel de James Belmont. Son père avait initialement cru que le projet visait à sauver des vies, créer des chiens capables de détecter des explosifs à des distances impossibles, de retrouver des survivants sous des décombres, de neutraliser des menaces sans violence. Mais quand les dérives avaient commencé, quand Veritas avait basculé vers des applications purement offensives, chiens tueurs, armes biologiques sur pattes, James avait tenté de tout arrêter. Ses rapports dénonçant les abus s'accumulaient, tous classés sans suite par la direction. Un fichier audio attire l'attention de Clara. La voix de son père enregistrée quelques jours avant sa mort. « Si vous écoutez ceci, c'est que mes craintes se sont réalisées. Veritas ne reculera devant rien pour protéger ses secrets. J'ai caché des preuves supplémentaires dans notre ancien refuge de montagne. » Clara saura où chercher. Le projet Sentinelle doit être exposé. Ces chiens ne sont pas des armes, ce sont des êtres vivants qui méritent compassion et liberté. Kaiser a payé le prix de notre hubris. Sa descendance ne doit pas subir le même sort. Pardonnez-moi. Clara connaissait exactement de quel refuge parlait de son père. Un petit chalet isolé dans les hauteurs de Champollion, où ils allaient pêcher ensemble quand elle était enfant. Sans hésiter, elle décida de s'y rendre immédiatement. « C'est peut-être un piège », avertit Eric. « Si Blake a eu accès aux mêmes informations, je dois y aller », insista Clara. « Je dois savoir toute la vérité. » Ils partirent à l'aube, laissant Stella et ses chiots sous la garde vigilante des alliés d'Eric. La route vers le refuge était périlleuse, surtout en hiver, mais le 4x4 d'Eric était équipé pour les conditions extrêmes. Le chalet apparut enfin exactement comme dans les souvenirs de Clara. Petit rustique avec sa cheminée de pierre et ses volets verts. Elle utilisa la clé cachée sous la 3e pierre du muret. Leur secret, depuis toujours. L'intérieur était figé dans le temps. Les cannes à pêche de son père, ses jumelles d'observation des oiseaux, même sa vieille veste en laine, pendaient encore au porte-manteau. Clara ravala ses larmes et se mit à chercher. Elle trouva ce qu'elle cherchait dans une cache dissimulée derrière la bibliothèque. Une mallette métallique contenant des documents, des photos et plusieurs disques durs. Les révélations étaient accablantes. James Belmont avait découvert que Marcus Blake n'était pas qu'un simple directeur de sécurité. C'était un ancien mercenaire reconverti dans le trafic d'armes biologiques. Il prévoyait de vendre les chiens sentinelles aux plus offrants cartels groupes terroristes dictature. Mais le plus bouleversant fut de découvrir l'identité du traître qui avait causé la mort de son père. Les documents montraient que quelqu'un de proche avait informé Blake des intentions de James. Cette personne avait fourni l'itinéraire précis qui l'emprunterait ce soir fatidique sur la route de Gap. Le nom du traître fit vaciller Clara Dr Philippe Martel, le meilleur ami de son père et son parrain.
l'homme qui l'avait consolée aux funérailles, qui lui avait juré de toujours veiller sur elle. Des photos de surveillance montraient Martel recevant des enveloppes épaisses de Blake. Les relevés bancaires confirmaient des versements réguliers sur des comptes offshore. 30 pièces d'argent pour trahir un ami. C'est salaud, gronda Eric. Philippe était avec nous dans l'armée. Comment a-t-il pu? Clara tremblait de rage et de chagrin. Toute sa vie d'adulte avait été construite sur un mensonge. L'accident de son père n'en était pas un. C'était un meurtre déguisé orchestré par Blake et facilité par un ami de confiance. Un document attira particulièrement son attention. C'était un contrat entre Veritas et plusieurs gouvernements étrangers pour la livraison de unités K9 améliorées. La date de livraison était dans une semaine. Stella et ses chiots étaient probablement les derniers spécimens nécessaires pour honorer ces contrats. « On doit rentrer », déclara Clara avec urgence. « Ils vont revenir pour Stella. » Mais en sortant du chalet, ils trouvèrent Philippe Martel qui les attendait flanqués de 2 hommes armés. « Clara, ma chérie, » dit-il avec un sourire triste, « tu n'aurais pas dû venir ici. » Face à l'homme qu'elle avait considéré comme un second père, Clara sentit son monde s'écrouler. Philippe Martel, avec ses cheveux blancs distingués et son visage bienveillant, incarnait la trahison la plus cruelle. « Pourquoi? » fut tout ce qu'elle parvint à articuler. Philippe soupira un air de regret sincère sur le visage. « Tu ne peux pas comprendre, Clara. James était un idéaliste. Il ne voyait pas la bigger picture. Le projet Sentinelle représente l'avenir de la défense nationale. Les sacrifices étaient nécessaires. »« Des sacrifices? » Clara explosa. « Vous avez tué mon père. Vous avez torturé des centaines de chiens innocents. »« Ton père allait tout détruire, » répliqua Philippe. « Des années de recherche et des millions investis. Des avancées scientifiques majeures. Pourquoi? Pour sauver quelques chiens. » Eric, resté silencieux jusque-là, prit la parole. « James avait raison. Vous avez franchi toutes les lignes rouges. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Philippe ricana amèrement. « Belle philosophie, sergent. Mais le monde réel n'est pas si simple. Les ennemis de la France ne s'embarrassent pas de considérations éthiques. Nous devons garder notre avance technologique. » Clara observait l'homme qui l'avait vu grandir, qui lui avait appris à faire du vélo, qui l'avait consolé après ses premiers chagrins d'amour. Comment avait-il pu devenir ce monstre? « Stella n'est pas une arme, » dit-elle fermement. « C'est une mère qui protège ses petits. Elle ressent la douleur, la peur, l'amour. Tout ce que vous avez perdu en chemin. » Pour la première fois, Philippe sembla troublé. « Clara, je ne voulais pas que James meure. C'était censé être juste une arrestation. Blake a dépassé les ordres. »« Et vous l'avez laissé faire » cracha Clara. « Vous avez assisté aux funérailles en sachant la vérité. Vous m'avez menti pendant 7 ans. » Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues, mais sa voix restait forte. Dans sa douleur, Clara puisait une force nouvelle. Elle comprenait enfin l'héritage que son père lui avait légué, le courage de défendre les sans-voix, peu importe le prix. « Vous pouvez nous tuer », déclara-t-elle. « Mais la vérité est déjà sortie. Sophie Durand a tout publié. D'autres journalistes enquêtent. Le projet Sentinelle est fini. Philippe Pollitt. » Il sortit son téléphone, parcourut rapidement les actualités. Les gros titres étaient sans appel « Scandale Veritas ». Un réseau de corruption au plus haut niveau. Expérimentations illégales. Le gouvernement savait-il? « Vous avez tout détruit » murmura-t-il effondré. « Non » répondit Clara avec dignité. « Nous avons sauvé ce qui pouvait l'être. L'honneur, la vérité ou la vie. » Un bruit d'hélicoptère se fit entendre au loin. Philippe leva les yeux paniqués. Ce n'était pas Veritas qui arrivait, mais les forces spéciales de la gendarmerie. « Partez, » dit-il soudainement à ses hommes. Puis, se tournant vers Clara, « Dites-leur que j'ai coopéré, que j'ai des informations sur Blake et son réseau. C'est la dernière chose que je peux faire pour James. » Alors que l'hélicoptère se posait dans la clairière enneigée, Clara réalisa que cette confrontation n'était que le début. Blake était toujours en liberté, probablement en train de préparer sa riposte. Et Stella, combien de temps ses blessures mettraient-elles à guérir? Les chiots survivraient-ils aux modifications génétiques héritées? Philippe fut embarqué sans résistance, lançant un dernier regard suppliant à Clara. Elle détourna les yeux. Le pardon viendrait peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Durant le vol de retour vers Saint-Véran, l'inquiétude de Clara grandissait. L'officier en charge de l'opération l'avait informé qu'ils avaient perdu contact avec la clinique depuis 1 heure. « Nous avons envoyé une équipe sur place, » assura-t-il. « Mais avec cette tempête qui reprend... » Clara serrait les poings. Stella et ses chiots étaient-ils en sécurité?
Ses alliés avaient-ils pu tenir face à une nouvelle attaque? Et surtout, Blake oserait-il un coup de force maintenant que l'affaire était publique? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, tandis que l'hélicoptère luttait contre les vents violents. Une seule certitude l'habitait, elle ne laisserait personne faire du mal à Stella et ses petits. L'héritage de son père vivrait à travers elle. L'hélicoptère ne pouvait pas se poser directement à Saint-Véran à cause de la tempête qui s'intensifiait. Clara et Eric durent terminer le trajet en véhicule blindé de la gendarmerie. Plus ils approchaient de la clinique, plus l'angoisse de Clara grandissait. Aucune lumière ne brillait aux fenêtres. « Attendez !» ordonna le capitaine Rousseau. En levant la main, quelque chose ne va pas. En effet, les 2 fourgonnettes de Veritas avaient disparu, remplacées par 3 véhicules tactiques noirs sans immatriculation. Des silhouettes armées étaient visibles. Autour du bâtiment, Blake a fait appel à des mercenaires, grogna Eric. Il veut récupérer Stella avant d'être arrêté. Le capitaine Rousseau évalua rapidement la situation. Nous sommes en infériorité numérique. J'appelle des renforts, mais avec cette tempête, on ne peut pas attendre, s'écria Clara. Stella et ses chiots sont là-dedans. C'est alors qu'une explosion sourde retentit. Une partie du mur arrière de la clinique venait de s'effondrer. Blake ne prenait plus de gants. Il voulait ses sujets coûte que coûte. À l'intérieur de la clinique, la situation était critique. Les 3 anciens militaires qui gardaient Stella avaient été neutralisés par des gaz soporifiques. Seul Thomas, un ancien para, avait eu le temps d'enfiler un masque et de barricader la porte de la salle où se trouvaient Stella et ses chiots. Blake lui-même dirigeait l'opération vêtu d'une combinaison tactique. Son visage habituellement composé trahissait sa nervosité. Les révélations dans la presse avaient détruit ses plans. Il lui fallait récupérer les chiens et disparaître avant que la justice ne s'abatte sur lui. « Défoncez cette porte », ordonna-t-il à ses hommes. Mais Stella n'était pas passive. Malgré ses blessures encore douloureuses, elle s'était levée, positionnée devant ses chiots en position défensive. Le grondement sourd qui émanait de sa gorge n'avait rien de naturel. Les modifications génétiques avaient amplifié ses cordes vocales, créant une fréquence qui perturbait l'équilibre des assaillants. « Utilisez les fléchettes tranquillisantes », cria Blake. « Je la veux vivante. » Plusieurs mercenaires armés de fusils hypodermiques prirent une position. Mais c'est alors que Clara apparut dans l'encadrement de la porte défoncée, accompagnée d'Eric et de 2 gendarmes. « C'est fini, Blake, » lança-t-elle. « La clinique est cernée. Rendez-vous. » Blake éclata d'un rire sans joie. « Vous croyez que quelques flics vont m'arrêter? J'ai des contacts dans tous les gouvernements. Dans 1 heure, je serai dans un pays sans extradition. » Il fit signe à ses hommes. « Prenez la fille. Elle nous servira de monnaie d'échange. » La bataille qui s'ensuivit fut chaotique. Dans l'espace confiné de la clinique, amis et ennemis s'affrontaient au corps à corps. Clara esquiva un mercenaire et courut vers Stella bien décidée à la protéger. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les chiots, malgré leur jeune âge, émirent ensemble un cri strident. L'effet des modifications génétiques se manifestait déjà. Le son perçant fit grimacer de douleur tous les humains présents. Certains tombant à genoux en se tenant les oreilles. Stella profita de la confusion pour bondir ses mâchoires puissantes se refermant sur le bras armé de Blake. L'homme hurla et lâcha son arme. Le sang de guerrière de la chienne Sentinelle s'était réveillé. Le capitaine Rousseau avait bien préparé son intervention. Pendant que l'attention était focalisée sur l'affrontement à l'intérieur, ses hommes avaient discrètement encerclé le bâtiment. Au signal convenu, 3 coups de sifflet strident, l'assaut coordonné commença. Les gendarmes entrèrent simultanément par toutes les issues, utilisant des grenades aveuglantes pour désorienter les mercenaires. Clara, qui s'était protégé les yeux, guida Eric vers Stella et les chiots. « Il faut les évacuer » cria-t-elle par-dessus le vacarme. Mais Stella refusait de bouger. Malgré sa patte blessée qui saignait à nouveau après son attaque sur Blake, elle restait en position défensive devant ses petites. Ses yeux ambrés passaient rapidement d'une menace à l'autre, évaluant constamment le danger. Thomas le para, qui avait protégé Stella, reprit ses esprits et rejoignit Clara. Elle ne nous reconnaît plus. L'adrénaline et les modifications, elle est en mode survie extrême. Clara s'agenouilla lentement, tendant la main. « Stella, c'est moi. »« Clara, tu te souviens, je t'ai soignée. Tes bébés sont en sécurité avec moi. » La chienne hésita, ses narines frémissantes, captant l'odeur familière. Peu à peu, la lueur sauvage dans ses yeux s'atténua. Elle reconnut celle qui l'avait sauvée de la tempête. Pendant ce temps, la bataille tournait en faveur des forces de l'ordre. Les mercenaires, pris par surprise et en infériorité numérique, commençaient à se rendre. Blake, le bras en écharpe, tentait de fuir par une issue de secours.
C'est Sophie Durand arrivée avec une équipe de télévision pour couvrir l'événement qui le repéra. Il est là, Blake s'enfuit. Eric n'hésita pas. Il sprinta après l'homme d'affaires véreux, le plaçant au sol dans la neige. Les années n'avaient pas entamé ses réflexes de soldat. C'est vraiment fini cette fois, gronda-t-il en passant les menottes à Blake. Mais le danger n'était pas totalement écarté. Un des mercenaires acculés sortit une grenade de sa veste. Si je ne peux pas avoir les chiens, personne ne les aura. Le temps sembla se figer. Clara vit l'homme armer la grenade. Sans réfléchir, elle se jeta sur Stella et les chiots les couvrant de son corps. Eric fit de même, créant un bouclier humain. C'est alors que Stella agit. Avec une vitesse surhumaine, elle bondit malgré ses blessures, arrachant la grenade des mains du mercenaire et la projetant par la fenêtre brisée. L'explosion retentit dehors inoffensive dans la tempête. Le mercenaire fut immédiatement maîtrisé. Clara releva la tête incrédule. Stella s'était effondrée, épuisée par cet ultime effort. Du sang coulait de ses multiples blessures rouvertes. Vite, il faut la stabiliser. Clara redevint instantanément la vétérinaire professionnelle. Avec l'aide d'Eric, elle installa Stella sur la table d'opération. Les chiots couinaient, sentant la détresse de leur mère. Clara les plaça dans l'incubateur chauffant à portée de vue de Stella. La chienne, malgré sa faiblesse, tourna la tête vers eux, s'assurant qu'ils étaient sains et saufs. Les heures suivantes furent critiques. Clara opérait Stella avec une concentration absolue, réparant les dégâts causés par l'affrontement. La chienne avait plusieurs côtes cassées, des déchirures musculaires et une hémorragie interne. « Elle ne devrait pas survivre à ça », murmura l'assistant vétérinaire appelé en renfort. « Aucun chien normal. »« Mais elle n'est pas normale », répondit Clara, suturant méthodiquement. Les modifications génétiques, son système de guérison est accéléré. Il faut juste l'aider à tenir le coup. Pendant ce temps dehors, la tempête faisait rage, mais ne pouvait rivaliser avec le chaos médiatique. Des dizaines de journalistes avaient convergé vers Saint-Véran. L'histoire de la mère chien génétiquement modifiée défendant ses petits contre une corporation corrompue fascinait le monde entier. Blake, menotté dans un fourgon de police, tentait encore de négocier. « Vous ne comprenez pas. Ces chiens valent des millions. Les recherches, les applications possibles. La seule application que vous verrez, c'est celle de la loi, » rétorqua le capitaine Rousseau. Expérimentation illégale, tentative d'enlèvement, corruption et maintenant attaque à main armée. Vous allez passer un long moment en prison. À l'intérieur de la clinique, le combat pour la vie de Stella continuait. Ses signes vitaux fluctuaient dangereusement. Clara avait injecté des stimulants, des antibiotiques, tout ce qui pouvait aider. Mais c'était à Stella de se battre maintenant. Les chiots, comme s'ils sentaient le danger, se mirent à émettre des sons doux, presque mélodiques. Clara réalisa avec stupéfaction qu'ils communiquaient avec leur mère. Les modifications génétiques avaient créé un lien télépathique embryonnaire entre eux. « C'est incroyable », souffla Eric qui observait la scène. « Ils l'encouragent à vivre. » Et miraculeusement, Stella répondit. Son rythme cardiaque se stabilisa progressivement. Sa respiration, bien que laborieuse, devint plus régulière. La chienne sentinelle puisait dans des réserves que la science avait amplifiées. Mais c'était l'amour maternel qui lui donnait la force de continuer. Dehors, l'aube pointait enfin. La tempête s'apaisait, laissant place à un ciel clair et froid. Les premiers rayons du soleil illuminèrent la clinique symbole d'espoir après la nuit de terreur. Sophie Durand interviewait les témoins recueillant les éléments pour son prochain article. Mais elle gardait une distance respectueuse avec la salle d'opération. Certains moments étaient trop intimes pour être exposés au public. Le combat n'était pas terminé. Clara savait que Stella aurait besoin de soins intensifs pendant des semaines. Les chiots devraient être surveillés de près, leurs modifications génétiques pouvant causer des complications imprévisibles, mais pour l'instant, ils étaient vivants et en sécurité. Philippe Martel, depuis sa cellule de garde à vue, avait suivi les événements. Quand il apprit que Stella avait survécu, des larmes coulèrent sur ses joues. Peut-être y avait-il encore une chance de rédemption même pour lui. Vers midi, Stella ouvrit enfin les yeux. Clara, qui n'avait pas quitté son chevet, poussa un cri de joie. La chienne tourna faiblement la tête vers l'incubateur où ses chiots dormaient paisiblement. « Ils vont bien », assura Clara en caressant doucement la tête de Stella. « Tu les as sauvés. Tu as tout risqué pour eux. » Stella émit un faible gémissement qui ressemblait à un soupir de soulagement. Ses yeux ambrés fixèrent dans Clara avec une intensité qui transcendait la barrière des espèces. Dans ce regard, il y avait de la gratitude, mais aussi une compréhension mutuelle. Deux mères, chacune à sa façon, avaient combattu pour protéger ce qui leur était cher. Clara repensa à son père. James Belmont avait donné sa vie pour exposer les horreurs du projet Sentinelle. Aujourd'hui, sa fille avait terminé son œuvre. Les chiens ne seraient plus jamais des armes. « Papa, j'espère que tu es fier », murmura-t-elle en essuyant ses larmes.
Un par un, les chiots se réveillèrent. Leurs petits cris réclamèrent leur mère. Clara les apporta délicatement près de Stella, veillant à ne pas aggraver ses blessures. La scène qui suivit était d'une beauté à couper le souffle. Stella, malgré sa faiblesse extrême, lécha chacun de ses bébés. Elle les compta, les renifla, s'assurant que tous étaient là. La petite femelle, la plus fragile, reçut une attention particulière. Stella la poussa doucement vers une mamelle, l'encourageant à téter. Eric entra discrètement dans la salle. Les médias demandent une déclaration. Qu'est-ce que je leur dis? Clara réfléchit un moment puis sourit. Dis-leur que l'amour a gagné, que la vie a triomphé, et que Stella et ses chiots auront la vie qu'ils méritent, libre et heureuse. Dehors, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Sur les réseaux sociaux, Stella la guerrière devenait virale. Des dons affluaient du monde entier pour les soins de la famille canine. Des familles proposaient d'adopter les chiots quand ils seraient sevrés. Mais Clara savait que le chemin serait long. Les modifications génétiques ne pouvaient être annulées. Stella et ses petits auraient besoin de soins spécialisés toute leur vie. Mais ils ne seraient plus jamais seuls. Une communauté entière s'était levée pour les protéger. Le soir tombait sur Sainte-Véran. Dans la clinique, le calme était revenu. Stella dormait paisiblement ses chiots blottis contre elle. Clara veillait gardienne silencieuse de ses vies précieuses. L'héritage de son père vivait à travers elle, et à travers ces créatures extraordinaires qui avaient tant souffert, mais qui enfin connaîtraient l'amour et la paix. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit dramatique. Le printemps avait chassé l'hiver rigoureux des Alpes, et avec lui, une nouvelle vie s'épanouissait à la clinique de Sainte-Véran. Stella, contre toute attente médicale, avait non seulement survécu, mais montrait des signes de récupération remarquables. Clara observait avec émerveillement la chienne faire ses exercices de rééducation dans le jardin spécialement aménagé derrière la clinique. Chaque jour, Stella parcourait un peu plus de distance, sa démarche devenant progressivement plus assurée. Les modifications génétiques, ironiquement, l'aidaient dans sa guérison. Ses tissus se régénéraient plus vite qu'un chien normal. « Allez, ma belle, encore quelques pas », encourageait Clara en tenant une friandise. Stella avançait avec détermination, sa queue battant faiblement mais régulièrement. Derrière elle, 4 petites boules de poils la suivaient maladroitement. Ses chiots, maintenant âgés de 3 mois, ne la quittaient jamais. Le processus de récupération n'avait pas été simple. Les premières semaines, Stella pouvait à peine lever la tête. Les vétérinaires spécialistes venus de Lyon et Paris étaient pessimistes, mais Clara refusait d'abandonner. Elle avait mis en place un protocole de soins intensifs, physiothérapie quotidienne, hydrothérapie dans une piscine chauffée spéciale, acupuncture pour soulager la douleur chronique. L'amour et les soins constants portaient leurs fruits. Stella avait d'abord réappris à se tenir debout puis à faire quelques pas chancelants. Chaque progrès était célébré comme une victoire. Les habitants de Saint-Véran venaient régulièrement prendre des nouvelles, apportant des jouets et des friandises pour les chiots. Mais c'était le lien entre Stella et Clara qui surprenait le plus. La chienne avait développé une confiance absolue envers la vétérinaire. Elle acceptait les soins les plus douloureux sans broncher. Ses yeux ambrés fixés sur ceux de Clara, comme pour puiser du courage. Cette connexion dépassait la simple relation soignant-patient. C'était une compréhension mutuelle forgée dans l'adversité. Un matin, Clara fut réveillée par des aboiements joyeux. Elle courut au jardin et découvrit Stella en train de jouer, réellement jouer, avec ses chiots. La chienne courait, sautait même légèrement, rattrapant une balle lancée par Eric qui était devenu un visiteur régulier. « Regarde-la !» s'exclama Eric ému. On dirait qu'elle rajeunit de jour en jour. C'était vrai. Malgré les cicatrices qui zébraient son pelage et la légère claudication qui ne disparaîtrait jamais complètement, Stella rayonnait de vie. Elle avait trouvé sa raison de vivre dans ses chiots et dans cette nouvelle famille humaine qui l'entourait. Le soir, quand Clara faisait sa dernière ronde, elle trouvait souvent Stella veillant sur ses petits endormis. La chienne levait la tête à son approche, et dans ce simple échange de regards, tout était dit. Elles avaient traversé l'enfer ensemble et en étaient ressorties plus fortes. Les 4 chiots de Stella étaient devenus les mascottes de Sainte-Véran. Chacun avait développé une personnalité unique, reflet des modifications génétiques, mais aussi de l'amour dont ils étaient entourés. L'aîné, baptisé Courage par les enfants du village, était le portrait craché de sa mère. Protecteur et intelligent, il veillait constamment sur ses frères et sœurs. Clara avait remarqué qu'il résolvait des puzzles complexes avec une facilité déconcertante, confirmant l'héritage intellectuel du projet Sentinelle. Le second espoir était le plus joueur. Toujours en mouvement, il apportait de la joie partout où il passait. Les tests montraient qu'il avait hérité de réflexes extraordinaires. Il attrapait des objets au vol avec une précision stupéfiante.
Le troisième fidèle avait développé un lien particulier avec les patients de la clinique. Il semblait sentir la détresse des animaux malades et venait spontanément se coucher près d'eux, apportant un réconfort silencieux. Clara envisageait de le former comme chien de thérapie. La petite femelle Lumière était la plus fragile physiquement, mais la plus extraordinaire. Elle avait développé une capacité de communication étonnante, utilisant une variété de sons pour exprimer des besoins complexes. Les scientifiques qui l'avaient observée parlaient d'une forme primitive de langage. Ils sont exceptionnels, commentait le professeur Dubois, généticien, venu étudier la famille. Mais contrairement aux objectifs initiaux de Veritas, leur exceptionnalité s'exprime dans la compassion. L'intelligence émotionnelle, la créativité. C'est fascinant. Clara avait pris une décision difficile mais nécessaire. Les chiots ne seraient pas séparés dans l'immédiat. Ils avaient joint les uns des autres. Leur lien télépathique embryonnaire les aidant à gérer les effets secondaires des modifications. Des familles soigneusement sélectionnées attendaient patiemment, comprenant que le bien-être des chiots passait avant tout. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes. Courage avait appris à ouvrir des portes complexes simplement en observant. Espoir pouvait mémoriser des parcours après un seul passage. Fidèle anticipait les crises d'épilepsie d'un chat résident de la clinique. Lumière chantait des mélodies qui apaisaient instantanément ses frères agités. Mais Clara veillait aussi aux aspects médicaux. Les examens réguliers montraient que si les chiots étaient globalement en bonne santé, ils nécessiteraient un suivi à vie. Leur cœur modifié battait plus vite, leur cerveau consommait plus d'énergie. Un régime alimentaire spécial et des suppléments étaient nécessaires. Ce sont des miracles, disait souvent Clara en les regardant jouer. Mais des miracles qui nous rappellent les dangers de jouer à Dieu. L'affaire Veritas avait eu des répercussions nationales. Blake avait été condamné à 15 ans de prison et la compagnie démantelée. Mais pour Clara, le vrai travail ne faisait que commencer. Elle avait créé la Fondation James Belmont pour la protection et l'éthique animale. Avec l'aide de Sophie Durand et d'autres sympathisants, la Fondation œuvrait pour que plus jamais des animaux ne soient exploités. Au nom du progrès scientifique mal orienté. La clinique de Saint-Véran était devenue un centre de référence pour les animaux victimes d'expérimentation. D'autres sentinelles avaient été découvertes et amenées pour recevoir des soins. Clara et son équipe grandissante développaient des protocoles pour gérer leurs besoins spécifiques tout en leur offrant une vie digne. Philippe Martel, depuis sa cellule, avait fourni toutes les informations sur les ramifications du projet. Sa coopération lui avait valu une peine réduite. Mais surtout, il semblait genuinement repentant. Il avait fait don de toute sa fortune à la Fondation, écrivant à Clara. « C'est le moins que je puisse faire pour honorer la mémoire de James. » Clara avait pardonné, non pas oublié, mais pardonné. Son père lui avait enseigné que la haine empoisonnait l'âme, et elle avait choisi de transformer sa douleur en action positive. Éric était devenu co-directeur de la Fondation, apportant son expertise militaire pour identifier et secourir d'autres animaux exploités. Ensemble, ils avaient témoigné devant le Parlement européen, poussant pour des lois plus strictes sur l'expérimentation animale. Mais c'était dans les moments calmes que Clara ressentait le plus la présence de son père. Quand elle voyait Stella jouer avec ses petits, quand un animal sauvé retrouvait la joie de vivre, quand des enfants venaient apprendre le respect du vivant à la clinique. Un soir, elle trouva une lettre dans les affaires de son père qu'elle n'avait pas encore triée. Datée de quelques semaines avant sa mort, elle disait « Ma chère Clara, si tu lis ceci, c'est que mes craintes se sont réalisées. Sache que je suis fière de la femme que tu es devenue. Continue à soigner, à aimer, à protéger. Les animaux ont besoin de voix comme la tienne. Je t'aime, papa. » Les larmes coulèrent, mais c'étaient des larmes de paix. Elle avait tenu la promesse implicite. Un an après le sauvetage Saint-Véran organisait une fête en l'honneur de Stella et sa famille. Le petit village alpin était devenu un symbole d'espoir et de résistance face à l'exploitation animale. Stella, maintenant complètement rétablie, paradait fièrement avec ses 4 chiots devenus de jeunes chiens magnifiques. La petite chienne errante qui avait failli mourir dans la tempête était devenue une icône de résilience. Clara prit la parole devant la foule rassemblée. L'histoire de Stella nous enseigne que l'amour est plus fort que la science mal utilisée, qu'une mère prête à tout pour ses petits peut défier les plans les plus sombres, que la compassion humaine peut réparer les pires blessures. Elle marqua une pause regardant Stella qui la fixait avec ses yeux ambrés si expressifs. Mon père croyait que chaque vie compte, que notre grandeur se mesure à la façon dont nous traitons les plus vulnérables. Stella et ses chiots ne sont pas des armes ratées, ce sont des êtres vivants, qui nous rappellent notre responsabilité. La foule applaudit émue. Des enfants s'approchèrent timidement pour caresser les chiots
qui accueillaient l'attention avec des queues frétillantes. Sophie Durand, présente pour couvrir l'événement, capturait ces moments de pure joie. Son livre sur l'affaire Veritas était devenu un best-seller, les bénéfices allant intégralement à la Fondation. Alors que le soleil se couchait sur les Alpes baignant la Seine d'une lumière dorée, Clara sentit une paix profonde l'envahir. Oui, il y aurait d'autres combats, d'autres Stella à sauver. Mais aujourd'hui, en ce moment précis, le bien avait triomphé. Stella s'approcha et posa sa tête sur la jambe de Clara. Dans ce geste simple se trouvait toute la gratitude du monde. La vétérinaire caressa doucement la tête de la chienne, murmurant « Merci à toi, ma belle, tu m'as appris que l'amour peut vraiment déplacer des montagnes. » Et dans les montagnes de Saint-Véran, l'écho de cette vérité résonnait, porteur d'espoir pour toutes les créatures en quête de liberté et d'amour. Mes chers amis, si l'histoire de Stella vous a touché au cœur comme elle m'a bouleversé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ce simple geste nous aide énormément à partager cette histoire inspirante, avec encore plus de personnes qui ont besoin d'espoir et de lumière dans leur vie. N'hésitez non plus à partager cette vidéo avec vos proches. Peut-être qu'un ami traverse une période difficile et a besoin de voir que l'amour peut triompher de l'adversité. Peut-être qu'un membre de votre famille est passionné par les animaux et serait ému par le courage de Stella. Chaque partage compte. Chaque vue peut faire la différence. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix de ceux qui ne peuvent pas parler et rappeler au monde que la compassion et l'amour maternel sont les forces les plus puissantes de l'univers. J'aimerais tellement connaître vos réactions à cette histoire extraordinaire. Dans les commentaires ci-dessous, partagez avec notre communauté bienveillante. Avez-vous déjà été témoin d'un acte de courage animal qui vous a marqué? Peut-être votre chien, votre chat ou un animal que vous avez croisé a-t-il fait preuve d'un héroïsme inattendu? Quelle partie de l'histoire de Stella vous a le plus ému? Était-ce son combat dans la tempête pour protéger ses chiots? Sa guérison miraculeuse? Ou peut-être le lien spécial qu'elle a développé avec Clara? Si vous avez vous-même sauvé ou été sauvé par un animal, votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes. Nos amis à quatre pattes nous enseignent tant de leçons sur l'amour inconditionnel et le courage. Créons ensemble un espace de partage et d'inspiration où chaque histoire compte. Si vous ne voulez pas manquer d'autres histoires aussi bouleversantes et inspirantes que celle de Stella, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » et en activant la petite cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des récits authentiques qui célèbrent le courage, l'amour et la résilience. Qu'ils viennent d'animaux extraordinaires ou d'humains au grand cœur. Des histoires qui nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. En rejoignant notre famille d'abonnés, vous soutenez notre mission de mettre en lumière ces moments de grâce qui nous redonnent foi en la bonté. Vous nous aidez à continuer à rechercher, vérifier et partager ces témoignages qui font du bien à l'âme. Prochainement sur la chaîne, l'histoire d'un cheval qui a parcouru 200 km pour retrouver sa famille. Le sauvetage émouvant d'une colonie de chats abandonnés. Et bien d'autres récits qui vous feront rire, pleurer et croire en la magie de la vie. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À deux ou quatre pattes. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, j'espère, illuminera votre journée.